c'est vraiment un sentiment, je dirais, d'euphorie qu'on ressent, mais sans vraiment savoir qu'est-ce que tu vas vraiment ressentir une fois là. Il y a cette espèce de mysticisme-là autour des hautes montagnes qui m'a toujours fasciné. J'ai toujours eu cette espèce d'intérêt de ces géants-là de la montagne. Ça prend vraiment beaucoup de temps avant de décrocher, de s'habituer à ces émotions-là, ce sentiment-là. En tant que réalisateur, on se rend compte à quel point que je devais moi-même me poser des questions, avoir moi-même une réflexion à ma présence sur ces montagnes et sur cette expédition. Est-ce que je fais partie de la solution ou est-ce que je fais partie du problème? Qu'est-ce qui t'attire, toi, particulièrement, vers la montagne? C'est une question qui est dure à répondre parce que, pour vrai, il y a tellement plein d'affaires, mais je pense que je suis quelqu'un d'hyperactif dans la vie. Puis je pense qu'en montagne, j'ai réussi à me défouler puis à me dépasser si ça me tente. Autant, quand ça dépend avec qui tu pars, des fois tu peux te dépasser, des fois tu fais juste y aller à ton rythme. Ça fait longtemps que j'ai arrêté de faire du sport depuis plusieurs années. Puis, il y a un de mes amis qui m'a parlé de cette aventure-là ici, de venir au camp de base de l'Everest. Sincèrement, jamais j'aurais pensé parce que j'étais pas en forme il y a moins d'1 an. Puis j'ai décidé de m'entraîner puis de faire ce qu'il fallait parce que pour moi, d'atteindre des sommets que j'ai jamais réussi à atteindre, c'est un exploit personnel important. Puis c'est inimaginable ce que je vis pour l'instant. Ça va être peut-être très ésotérique ce que je vais dire, mais tu as une grosse exploration personnelle puis intime qui se fait quand tu vas dans un endroit comme ça.
je peux pas revenir et de pas avoir eu une forme de changement quelconque, que ce soit mental, ou spirituel ou physique. Moi, c'est devenu ma drogue. Depuis que j'ai fait le client en 2015, j'ai besoin des montagnes pour fonctionner. Puis si je vais pas, ben, je deviens un petit peu plus marabout. Je trouve que on doit respecter la montagne. On doit respecter l'environnement. Mais c'est un environnement qui est très, très différent de ce qu'on connaît dans la vie de tous les jours. Et de se retrouver là, c'est comme se retrouver dans un autre univers, se retrouver comme un peu dans sur une autre planète, sur un autre monde. C'est là qu'on se rend compte à quel point il y a cette espèce d'attirance-là qui des fois peut être peut-être, je dirais, dur à expliquer. La plus grande responsabilité qu'on a, c'est de respecter la montagne. Au final, c'est toujours elle qui a le dernier mot, que ce soit au niveau technique ou de météo. Je pense qu'il faut savoir quand s'arrêter. Puis je dirais aussi qu'on a une responsabilité de la laisser le plus intacte possible en pensant aux gens qui vont nous succéder. Donc, que notre passage sur les montagnes laisse le moins de traces possible. Pourquoi on est si fasciné par la haute montagne? C'est comme l'être humain là, veut toujours se dépasser, veut toujours atteindre des choses qui sont inatteignables. Déjà, pour moi, d'atteindre le camp de base, c'est une fascination. Pour moi, c'est d'atteindre quelque chose que j'aurais jamais pensé atteindre. Mais l'être humain, en général, il n'y aura jamais de sommet assez haut. Tant aussi longtemps qu'on aura la technologie, ou en tout cas, tout ce qu'il faut pour s'y rendre, l'être humain va vouloir se dépasser toujours pour essayer d'atteindre des sommets plus élevés. À travers ce voyage-là, c'est évident qu'on rencontre beaucoup de gens, on développe des amitiés. Donc, j'ai pu parler aux gens de mon groupe, parler à nos porteurs, à nos Sherpas, à des gens qui vivent là-bas, à des guides. Donc, un paquet de gens avec qui j'ai pu m'entretenir, mais qui m'ont appris vraiment beaucoup de choses.
j'ai vraiment pu voir ressortir ce fameux côté-là où cet univers-là a vraiment deux côtés. Un côté vraiment brillant qu'on voit beaucoup, mais aussi quand même un côté peut-être un peu plus mat, un peu plus sombre de ces endroits-là, de ces expériences-là qu'on peut vivre là-bas. Que ce soit le Népal, que ce soit le Québec ou que ce soit en Europe, suite au COVID, il y avait déjà avant une augmentation de la population. Il y a beaucoup de gens qui ont découvert le plein air, qui ont découvert le trekking, la randonnée, l'alpinisme. Et ce que ça fait, c'est que ça a accéléré un processus de surpopulation sur la montagne. Plus de gens, peut-être que ce que l'environnement est capable de supporter. Il faut vraiment s'assurer, si on veut une pérennité de bonnes habitudes et une pérennité environnementale, de garder nos montagnes belles, peu importe où c'est dans le monde, il faut que la nouvelle génération, ceux qui viennent derrière nous, soient bien préparés. Je pense que ultimement, ça revient à un dépassement de soi, une certaine forme de réalisation, de découverte. Puis tu sais, le regard qu'on peut avoir de ce que la nature peut nous offrir tout simplement, de découvrir des paysages. Tu sais, la vue au sommet, c'est tout le temps ce qu'on veut. Mais aussi, je pense que c'est une vue à l'intérieur de soi, un regard sur soi. Ça va devenir vraiment très important que la génération qui va suivre, même les générations actuelles, mais surtout les générations qui vont suivre, de vraiment comprendre l'impact de notre présence sur ces montagnes-là. Avec les réseaux sociaux, ça a du bon, mais ça a du mauvais. Il y a beaucoup de gens qui vont poster que les belles photos, fait que ça va attirer à peu près tout le monde. Puis j'en vois beaucoup quand je pars en rando. Tu vois tellement de gens arriver là puis pas être conscients de où est-ce qu'ils sont non plus. Puis les gens font pas leur recherche avant de se rendre quelque part. Prépare-toi pour justement les vivre correctement puis que ça soit merveilleux au bout de la ligne et non qu'une catastrophe là aussi là. Je
pense qu'au final, c'est quelque chose qu'il ne faut pas sous-estimer. Puis je pense que les gens s'accrochent à ça, puis ils veulent reproduire cette expérience-là. Est-ce que dans le fond, on est prêt à toute éventualité lorsqu'on s'aventure sur ces montagnes-là? Et est-ce qu'on est vraiment conscient, je dirais, des risques auxquels on s'expose? C'est vraiment important de connaître les risques avant de s'embarquer dans ces aventures-là et de s'assurer qu'on contrebalance ces risques-là avec une préparation adéquate pour vraiment en profiter au maximum et en tranquillité d'esprit. Dans ce monde de performance-là, on veut performer et on veut performer rapidement, de croire que ce niveau de performance-là peut être atteint sans préparation, sans organisation ou même sans effort. Je pense qu'il faut en tout temps respecter la montagne, juste respecter le fait que c'est elle qui décide. Il y a des gens, un groupe d'individus qui, à eux seuls, portent la plupart de toutes les expéditions, treks et voyages qui se font au cœur de ces montagnes-là. Et les porteurs et les Sherpas portent sur leurs épaules littéralement une industrie entière de touristes de montagne. Just say 1 2 1 2 or whatever. 1 2 1 2. Namaste. I'm Nima Nuri Sherpa. I'm from Nepal. The tourism brings a lot of things here in Nepal. Not only me, with all the peoples from Nepal. For Nepal, so it's like tourism is like main course here right now. Les Sherpas ne transportent pas nécessairement le matériel. Ce sont des gens qui sont des guides. C'est une caste en soi. On emploie le terme Sherpa comme si c'était un métier, mais il faut savoir que Sherpa, c'est une famille. C'est une caste qui vont supporter nos expéditions et sans les Sherpas et les porteurs, disons que les expéditions sur les hautes montagnes, il y en aurait, pour ainsi dire, à peu près pas.
tourism brings a lot of things like hotel sector, who is working in the farm, who is in the transport sector, everywhere. The tourism is most important here in Nepal. Juste dire ton nom au complet. Okay. Pour commencer. Tu peux y aller. Wait. It's me, Sonam Sherpa. The most difficult part is when we have avalanche, like bad luckily when we have avalanche, it's really the difficult parts. It's really difficult parts. Les gens qui font des ascensions, on voit les photos de ces gens-là, qu'ils ont réussi, on va parler d'eux, ils ont monté le K2, ils ont monté l'Everest et tout ça. Mais malheureusement, on entend peut-être rarement parler vraiment du fait que le succès de ces gens-là est directement relié au travail des porteurs et des Sherpas. Je me pose la question, est-ce que j'aurais réussi mon trek au Népal? Est-ce que j'aurais réussi à me rendre au camp de base sans le travail des Sherpas et des guides? Honnêtement, la réponse, c'est non. Tabarnak! C'est pour ça qu'il faut que tu sois penché. Ouais, t'as pas le choix. T'es comme ça avec ça, là. Et... Tabarnak! Ils font la même distance que nous autres avec ça sur le dos. Oh my God! Oh! Je vais plus jamais me plaindre du poids de mon sac à dos. More people's coming now, and then everywhere now is like more like a commercial, right? And then it's like, we can say it's not really affected for the mountains, but it's like sometimes we can say yes, but not at all. Où est la ligne entre l'équité et l'exploitation? Est-ce que ces gens-là sont reconnus à leur juste valeur? Pour 20 $ par jour, si on parle de porteurs, certains peuvent porter jusqu'à 100 kilos sur leur dos, ce qui représente plus de 200 livres. Il faut réaliser que certains de ces gens-là n'ont pas le choix de faire ce travail-là. Souvent, c'est la seule chose qui s'offre à eux. There is negative and there is positive also. Yes, some are doing respect, but some are not doing respect because every people is not the same. Every people have not the same education. So. But in general, is it more positive than negative? For me, it's divided, positive and negative. Yeah.
L'industrie du tourisme est un des secteurs économiques les plus grands au monde. Pour certains pays où l'économie est déjà plus fragile et où une de leurs sources de revenus principales dépend du tourisme de montagne, lorsque l'on parle d'effectuer certaines restrictions, quels seront les impacts sur le pays lui-même, mais aussi sur les individus qui dépendent de façon exclusive de ce secteur économique-là. Surtout depuis la pandémie, les gens se sont tous garochés vers ça. Il y a vraiment trop de monde souvent. Il y a des gens qui... Il devrait avoir une limite de gens, peu importe où tu vas dans le monde, peu importe où, il devrait avoir une quantité de gens acceptés. Sois conscient que tu n'es pas tout seul dans la montagne, peu importe où tu es dans le monde. Puis oui, je crois qu'on devrait mettre une limite de gens par endroit. Comme ça limiterait un peu les gens qui sont pas bien préparés. Fait que quand tu rends ça compliqué, ben les gens ils ont tendance à moins y aller, à moins que tu sois vraiment quelqu'un qui aime ça puis qui t'investit là-dedans. Lorsqu'on parle de protection de la montagne, lorsqu'on parle d'entreprendre des démarches pour la protéger, pour limiter le nombre de gens qui ont accès à cette même montagne, on doit réaliser qu'il y a des gens et des industries qui seront affectés directement par ces changements-là. On doit se poser la question, est-ce que l'argent peut avoir un effet pervers sur les décisions qui seront prises de protéger la montagne? La réponse est oui. En fait, l'enjeu principal sur les montagnes actuellement, c'est peut-être la population. Il y a pas mal trop de monde sur toutes les montagnes. Fait qu'il faut resserrer un petit peu les règles de sécurité, les règles de contrôle des déchets, puis de donner des permis pour limiter les gens à grimper tout le monde en même temps sur les montagnes. Ça serait bien qu'ils limitent le ratio de Sherpas par alpiniste. C'est comme pas nécessaire qu'un alpiniste ait 4 Sherpas pour lui. Il devrait y avoir un maximum un ratio de 2 Sherpas pour un alpiniste. Puis la normalité, selon moi, c'est 1 pour 1. Mais il pourrait dire, exemple, cette année, on permet à 40 alpinistes seulement d'avoir 2 Sherpas, et ainsi de suite, pour vraiment limiter le nombre de monde. On voit beaucoup de travail fait actuellement sur la montagne pour en protéger le côté environnemental, du nettoyage qui se fait sur la montagne, pour essayer de protéger les cours d'eau et même, on veut peut-être tenter de limiter le nombre de personnes, mais tout cela a un effet direct sur les gens qui en dépendent, la population, les Sherpas, les porteurs, et eux-mêmes voient cette dualité-là. Ils savent qu'ils doivent effectuer une protection et une limitation du tourisme sur leur montagne pour qu'elle puisse durer dans le temps pour les générations futures. Mais d'un autre côté, ils voient très bien que ces formes de contrôle-là auront un impact direct sur leur source de revenus qui permet de nourrir leurs enfants et leurs familles. Il y a un effet pervers en lien avec les décisions qui sont prises. Est-ce que l'on doit effectuer quand même ces décisions dans le but ultime de protéger la montagne? Il y a de plus en plus de participants, fait que ça devient quand même assez dur à contrôler tout ce monde-là en même temps. Fait que ça, c'est un problème là, que je pense qu'il va grandir. Là. Lorsque l'on parle du côté humain, nous ne devons pas oublier qu'il existe tout un système de transport, que ce soit au niveau des marchandises ou au niveau des humains.
Il s'agit de penser aux avions, aux hélicoptères et aux différents animaux qui aident dans le transport de tous les équipements et marchandises qui sont requis pour les expéditions de haute montagne. Pour le transport de tous ces équipements, il doit exister un réseau de routes ou de sentiers à travers les différentes montagnes. Derrière ce travail, il existe des humains qui vont devoir travailler à main nue sans l'utilisation de presque aucun équipement mécanique, car il serait trop dur de les apporter en montagne. Nous pouvons régulièrement voir des gens qui sont assis en bord de sentier et qui vont prendre des roches et les casser à coups de marteau pour les transformer en poussière de pierre qui serviront à bâtir les différents sentiers. Ces gens ne sont pas les gens les plus payés, mais qui font un travail répétitif, long et très pénible pour nous permettre à nous de pouvoir avoir accès à ces magnifiques montagnes. On aura tout vu. Là, probablement que la bus elle a arrêté à quelque part, là, puis les chèvres ils ont sauté sur le toit de la bus. Là. La montagne, c'est un sport qui est... c'est un lieu qui demande beaucoup de compétences, puis le personnel qui encadre ces expéditions-là doit être compétent au niveau de l'évacuation, au niveau des communications, au niveau du sauvetage, puis d'avoir une bonne formation de base. Je pense juste que ça va prendre de l'encadrement, des paramètres pour venir encadrer un peu le tourisme de montagne. Il y a plein de bons côtés à ce qui se passe en ce moment avec le tourisme de montagne également. Il y a du bon, du pas bon. Je pense juste que ça va être au gouvernement de vraiment mettre des mesures en place puis de penser aux gens à la montagne avant de penser à l'argent. De nous rendre l'accès à nos montagnes plus simple, ne vient-il pas contribuer à la dégradation de notre environnement? Eric qui fait sa bonne action. C'est bonne action. Il est actuellement indéniable qu'il y a une forte augmentation du nombre de randonneurs et d'alpinistes sur nos différentes montagnes. Il est aussi indéniable que cette présence humaine accrue a des effets importants sur l'environnement. Oui, certains efforts sont faits, mais sont-ils suffisants? Comme n'importe quelle activité, ça prend une éducation, une sensibilisation. Les randonneurs et les alpinistes d'aujourd'hui doivent comprendre que c'est un milieu fragile, la montagne, qu'il faut faire attention, il faut protéger notre environnement pour laisser à nos futures générations des montagnes qui sont à l'état sauvage.
les randonneurs et les alpinistes, c'est les premières personnes qui peuvent sensibiliser la population générale à la beauté et la richesse des montagnes. Tout le chemin à faire pour se rendre jusqu'au camp de base, j'ai pu le constater par moi-même, les efforts sont importants. Les sentiers sont même plus propres que beaucoup de sentiers et de montagnes que j'ai pu voir au Québec et même en Amérique du Nord. Ce qu'on entend dire beaucoup, c'est qu'il y a beaucoup de déchets sur les montagnes, sur le chemin de l'Everest. On ne s'est pas encore rendu, il nous reste quelques jours pour se rendre au camp de base. Honnêtement, tout le long, en s'en venant ici, on a réalisé qu'il n'y en a pas tant que ça des déchets. Il y a des endroits où il y a partout sur le chemin, jusqu'à maintenant, tu peux mettre soit des déchets ou de la récupération même. Fait que c'est bien... je suis surpris, franchement, là. Et puis ça, c'est ce qui est le plus important. Les êtres humains sur la montagne doivent respecter la montagne. Est-ce que ces efforts-là qui sont faits uniquement pour les touristes qui sont là, envoyer un peu, si on veut, de la poudre aux yeux? J'ai eu la chance de visiter certains villages qui sont en plus basse montagne où il y a moins de touristes. Et les problèmes de pollution sont très, très présents. Certains de ces pays sont ouverts aux touristes depuis seulement quelques dizaines d'années. Et il y a un manque évident d'éducation. La consommation de l'eau est quelque chose qui est très important dans le mécanisme d'acclimatation à l'altitude. Il s'agit ici d'un premier problème. 4 à 5 litres d'eau par jour qui doit être consommée pour chacun des individus faisant partie d'une expédition. Donc, va générer une quantité énorme de bouteilles de plastique qui doivent être évacuées de la montagne. Plusieurs expéditions vont offrir aux participants de se procurer de l'eau en bouteille. L'industrie de la vente de bouteilles d'eau sur la montagne rapporte beaucoup d'argent à tous les kiosques le long des sentiers. Donc, il existe vraiment à l'intérieur de l'économie de montagne une économie parallèle reliée à la vente et la consommation d'eau embouteillée. Il existe une éducation qui devra être faite pour améliorer le contrôle de tout ce qui est relié avec l'eau sur nos montagnes. C'est certain que les agences doivent s'impliquer. Il doit y avoir des certifications. Puis après ça, ben nous, tu sais, les communs des mortels qui veulent aller en montagne, ben tu sais, de faire affaire avec ces agences-là reconnues, accréditées par les gouvernements, ainsi de suite, puis avec des certifications, je sais pas, éco-friendly ou ainsi de suite. On a beau avoir ces idées-là, mais tu sais, les autres pays peuvent un peu faire ce qu'ils veulent. Ça va être vraiment chaque pays, chaque province à adapter ses trucs. Mais tu sais, je pense que c'est un modèle à reproduire. Puis, tu sais, veux pas au Népal, ben tu sais, s'ils voient ce qui se passe ailleurs, ils vont vouloir eux aussi reproduire ça, puis pas être à la traîne, je pense.
Mont-Everest est un petit peu hors la loi sur bien des choses, mais ça s'améliore avec le gouvernement et tout ça, mais tu sais, je pourrais dire que en général, les montagnes sont de plus en plus protégées, puis au Québec aussi, puis je pense que c'est une bonne chose. On voit le pic de Gokyo ici, la montagne brune qu'il y a là. Plus on monte en altitude, plus on peut voir les comportements ressortir. Si on parle du camp 4, qui est le plus élevé, certains diront ou ont employé les termes de plus haute décharge du monde. Parce que beaucoup de tentes sont abandonnées, des déchets sont abandonnés. Si nous voulons une pérennité à long terme, des actions doivent être prises et des actions qui vont devoir être peut-être beaucoup plus radicales. Des sanctions, des amendes devront peut-être être mises en place pour s'assurer que les efforts auront vraiment un effet qui pourra durer à travers le temps. L'envers de la montagne est qu'il existe une dualité importante, à plusieurs niveaux. Que restera-t-il de nos montagnes pour le futur? Quel impact avons-nous actuellement sur les montagnes qui nous entourent? Alors, il reste une pente de 150 mètres où on va prendre des pauses à toutes les 10 pas. Avec toute la persévérance puis les efforts, arriver au sommet du Mont-Everest le 22 mai 2008 à 5h30 du matin. Nous devons avoir une réflexion importante et celle-ci doit se faire à l'extérieur de toute forme d'influence monétaire et pécuniaire. Il y a une réflexion importante à avoir. Une réflexion hors du cadre économique et du cadre politique. Une réflexion très humaine.